Laurent est impatient, dans cette ambiance éminemment militante, de nous raconter un petit peu ce qu'il pense. Laurent Mauduit est un journaliste qui a un long parcours journalistique, Libération, Le Monde, et il est fondateur de Mediapart. Et il est actuellement journaliste à Mediapart. Je n'en dirai pas plus, je lui laisse la parole. Je suis ravi d'être devant vous pour plein de raisons. D'une part parce que j'apprécie énormément ces lieux citoyens comme la Carmagnole, parce que si j'avais immodestement l'envie de me qualifier, je dirais que mon ambition aurait été d'être un journaliste citoyen. Donc voilà, je suis bien en empathie dans ce lieu. Aussi parce qu'il y a des figures amies depuis tellement longtemps. Quand nous étions jeunes, nous rêvions de faire la révolution et on ne pensait peut-être pas que 40 ans après, tiens, on vivra une époque peut-être formidable. Voilà, et puis la troisième raison, c'est évidemment à cause de cette conjoncture très singulière, de ce surgissement, comment le qualifier? Surgissement démocratique, allez, révolution, sans doute, révolution. C'est quoi une révolution? C'est quand ce n'est plus l'affaire de quelques hommes, mais l'affaire du peuple lui-même qui prend en main ses propres destinées, parfois de manière chaotique, parfois avec des dérives, et puis parfois aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, je me dis, quand on vit des moments semblables, il est important parfois de prendre le temps pour réfléchir, savoir d'où ça vient, pour savoir où cela pourrait nous amener, parce que le pire est possible, mais peut-être aussi le meilleur. Donc, il est utile et il est important d'y réfléchir. Donc, il y a des raisons qui expliquent ce surgissement, qui sont sans doute le bien commun, et donc je les citerai pour mémoire. Et puis, j'essaierai de vous apporter ce qui a été mon travail pour donner peut-être quelques raisons complémentaires pour comprendre ce surgissement auquel nous assistons. Les raisons générales, vous les savez, hein, on a comme vécu depuis 1982-83 un basculement du capitalisme français de manière radicale qui a généré des inégalités absolument formidables. Hein, on a basculé d'un capitalisme qu'on appelait un capitalisme rénant vers un capitalisme beaucoup plus de nature anglo-saxonne, un capitalisme d'actionnaires. Hein. Et ceci a généré des fractures formidables. On le voit sur les salaires ou sur l'emploi. Sur les salaires, pourquoi est-ce que je mentionnais 82-83 ? C'est que on voit bien aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes la colère notamment des retraités. Parce que pour la première fois, eux sont confrontés à une désindexation que d'ailleurs Macron n'a pas remise en cause. Hein. Vous pensez que la revalorisation sera de 0,3% en 2019 et à nouveau en 2020, alors que l'inflation actuelle est près de 2%. Perte massive de pouvoir d'achat, mais pour les salariés, cette désindexation est à l'œuvre depuis le tournant de 82-83. Et comme l'INSEE n'a pas toujours les bons instruments de mesure, on peut imaginer que pour certaines catégories sociales, je pense à la catégorie des ouvriers, il y a une perte de pouvoir d'achat continue depuis 30 ans. Continue. Et pour l'emploi, c'est l'emploi, ça coule de source. Hein. Souvenez-vous, enfin pour les plus âgés d'entre vous, ceux qui se souviennent des 110 propositions du Parti socialiste, il était fait mention. C'était la 22e proposition, la forme normale de l'emploi, c'est le contrat à durée indéterminée. Les socialistes à l'époque le rappellent parce qu'il y a des petites formes de précarité du travail à l'époque à cause des premiers stages bars, hein, les premières formes d'emploi précaires. Donc c'est juste un rappel, il faut pas de stage bar. Mais à l'époque, 90% des emplois créés sont des emplois en contrat à durée indéterminée. Or, aujourd'hui, la proportion s'est totalement inversée. 85% des emplois créés sont créés sous la forme que les statisticiens appellent les formes particulières d'emploi, c'est-à-dire CDD, intérim, travail en temps partiel. Donc précarisation massive du travail. Quand on pense qu'un Carlos Ghosn chez Renault, avec Nissan, gagnait 15 millions d'euros, en bas de l'échelle, un emploi sur deux chez Renault est un travail en intérim.
Et donc on a vécu de manière massive une précarisation avec l'apparition de ce qu'on appelait les working poor, les travailleurs pauvres. C'est un phénomène massif. Pour la première fois depuis 10 ans ou 15 ans, on a découvert que l'emploi ne protégeait plus de la pauvreté. Donc la France, pays riche, est un pays où il y a 9 millions de pauvres. Statistique de l'INSEE, 9 millions de pauvres. Et donc on imagine bien que tout ça a lourdement pesé dans la colère sociale qui a pris forme d'une manière totalement imprévue, atypique, nouvelle, inédite et qui peut parfois nous désarçonner, mais on voit bien ce qui est à l'œuvre dans ce mouvement. Il y a cette raison-là et puis il y en a d'autres et c'est là-dessus sur lequel je peux peut-être vous éclairer parce que c'est le point sur lequel j'ai travaillé. C'est la nature du pouvoir qui est en face de nous. Vous savez, au moment de l'élection présidentielle, la thèse la plus souvent avancée pour expliquer la victoire de Macron a été une sorte de victoire par accident. Il y a le mouvement de fond qui a conduit au naufrage et à la disparition du Parti socialiste qui, sur 20 ans, enfin depuis 82-83, on a ouvert la parenthèse de la rigueur et puis on ne l'a jamais refermée. Ce parti a décliné au fur et à mesure qu'il s'est adapté, qu'il s'est levé dans ce capitalisme anglo-saxon. Donc on comprend bien les raisons de la disparition du Parti socialiste. On voit bien symétriquement aussi l'impuissance et la crise du parti Les Républicains. Et donc la thèse qui a été avancée, c'est voilà, c'est Macron lui-même qui emploiera le terme, il a gagné par effraction. Or, en fait, il me semble que cette analyse-là, impuissante à comprendre la nature de ce gouvernement, la nature de ce pouvoir qui est en fait la prise du pouvoir de la finance qui a colonisé les sommets et le cœur de l'État. Et à mon avis, il est important de le comprendre. Pourquoi je dis colonisation ? C'est que j'ai l'impression ce à quoi on a assisté, ça a été... personne n'a bien remarqué pendant longtemps, une opération de sécession de la haute fonction publique qui a cessé progressivement de servir l'intérêt général, qui s'est mis au service de la finance et qui a fait, pour y arriver, 2 hold-up, ou 3 hold-up peut-être. Un hold-up sur la vie des affaires, un hold-up sur le pouvoir et un hold-up aussi sur la pensée. Je vais essayer de les documenter. Pourquoi est-ce que je parle de hold-up sur la vie des affaires ? Si le capitalisme français bascule sur un modèle anglo-saxon, c'est à cause d'un phénomène majeur qui est celui des privatisations qui commence en 1986. Ça se fait par vagues successives. Il y a d'abord la première vague des privatisations Chirac-Balladur. Les socialistes interrompent le processus quelques années, puis ça reprend avec... les privatisations Balladur-Sarkozy de 93-95, il y a les privatisations ensuite Juppé, et il y a la dernière très grande accélération qui est la privatisation des années Jospin, où il privatise encore plus que tous ses prédécesseurs. On voit bien ce que ces privatisations induisent. Ça entraîne, ça conduit à l'émergence, à l'irruption des grands fonds d'investissement anglo-saxons, qui montent au capital des groupes les plus puissants. Ça modifie les règles de gouvernance des entreprises. D'un seul coup, on ne privatise pas, on ne ferme pas une entreprise parce qu'elle est en faillite. On la ferme parce que son taux de rentabilité n'est pas suffisant. Vous vous souvenez, 98 ou 99, l'affaire Michelin. Le même jour, l'entreprise annonce une hausse de ses profits et un plan social. Et donc on voit bien ce que ces modifications du capitalisme induisent. Mais ce que l'on ne remarque pas à l'époque, c'est qu'il y a un phénomène complémentaire qui joue à l'époque. C'est que les hauts fonctionnaires chargés de conduire ces privatisations les conduisent aussi à leur propre profit. En clair, ils deviennent les PDG des groupes privatisés et eux-mêmes intègrent l'idéologie de ce capitalisme financiarisé. Et si vous regardez maintenant en arrière, sur les 30 ou 40 dernières années, le constat, l'état des lieux est spectaculaire. Qui dirige les banques françaises aujourd'hui? Toutes les banques françaises. Ce ne sont que des inspecteurs des finances. Ce sont d'anciens hauts fonctionnaires formés
pour défendre l'intérêt général, qui ont abandonné le service d'intérêt général et qui se sont mis au service des intérêts privés. D'abord de la finance. Vous savez, cette formule terrible de Benjamin Constant qui rallie l'Empire. Servons la cause et servons-nous. Ces gens-là se sont formidablement servis. Alors donc les banques, toutes, BNP, Société Générale, avant c'était le Crédit Lyonnais, toutes les banques régionales également, toutes. Mais ce n'est pas seulement les banques qui sont présidées par d'anciens inspecteurs des finances. Prenez la grande distribution, prenez les deux grands groupes français, Casino et Carrefour, un président ex-inspecteur des finances, autrefois de gauche, ça ne veut plus rien dire dans ces univers-là, Jean-Charles Naouri, qui était le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, et puis l'autre, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, inspecteur des finances, ex-collaborateur proche de Nicolas Sarkozy. Et quand ces deux hommes-là, deux PDG, inspecteurs des finances, Carrefour et Casino, se rencontrent, soi-disant en secret il y a un mois, pour peut-être envisager une fusion des deux groupes, où se rencontrent-ils? Chez un troisième inspecteur des finances, Alain Min, qui était le conseiller, enfin l'entremetteur du capitalisme parisien et conseiller de Nicolas Sarkozy. Il y a donc un quadrillage massif du cœur de l'économie française, à commencer par les banques, par d'anciens hauts fonctionnaires. Alors ça, c'est la première étape. Très impressionnant, c'est celle que l'on dénomme les pantouflages, c'est-à-dire les départs du public vers le privé. Mais le phénomène le plus récent, et celui-là, il date massivement depuis... il a commencé il y a 4-5 ans. C'est le mouvement retour. Ce sont les rétro-pantouflages. En clair, d'anciens inspecteurs des finances, passés au privé pour s'enrichir, progressivement sont revenus, et on a assisté à ce qu'il faut bien appeler une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. En clair, la muraille de Chine ancienne, entre l'intérêt général d'un côté et les appétits privés, cette muraille de Chine s'est effondrée et on a assisté à un nouveau système, une sorte de porosité générale entre le public et le privé. Et si vous faites, je ne vais pas vous faire un état des lieux exhaustif, mais rapidement, qui est le gouverneur de la Banque de France? François Villeroy de Galhau, inspecteur des finances, ancien directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, il a passé 12 ans ou 13 ans chez BNP Paribas. Qui est le patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'organisme public financier le plus important pour le financement des infrastructures, financement en région? Éric Lombard, il vient de Generali, l'assureur italien qui fait partie de la galaxie Bernheim-Vincent Bolloré. Qui est le directeur de cabinet actuel du ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui s'appelle Moulin. Il vient de la banque Mediobanca, qui était son adjoint, directeur adjoint de cabinet, qui est passé il y a 3 semaines à la direction du Trésor. Il vient de la banque HSBC. Donc, mouvement massif. Ah, mais attention, dans les rétro-pantoufleurs, j'en oublie un. Et le principal, il y a le rétro-pantoufleur en chef, Emmanuel Macron, qui est très emblématique de ce mouvement d'essuie-glace. Ils sont partis de l'inspection des finances, ils ont été faire fortune, lui en l'occurrence chez Rothschild, et ils reviennent. Donc ce n'est pas un homme seul, il est dans un mouvement de fond. Et qu'induit comme conséquence ce mouvement de fond? Il induit des problèmes éthiques ou pénaux, et des problèmes politiques. Pourquoi est-ce que je dis éthiques et pénaux? C'est que la loi actuelle fait que quand vous êtes fonctionnaire et que vous passez au privé, le code pénal encadre le passage. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de passer sous 3 ans dans une entreprise privée sur laquelle vous avez exercé l'autorité publique. Enfin, je dis encadre. En sens inverse, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi parce qu'on n'a jamais pensé au fait qu'il pourrait y avoir une sorte d'opération de prédation venant des milieux de la finance pour prendre possession de l'État. Or, vous imaginez bien les problèmes en cascade que ça pose. Je vous donne un exemple. Ce monsieur Moulin dont je vous ai parlé, qui est l'actuel directeur de cabinet de Bruno Le Maire, il a donc commencé sa carrière comme inspecteur des finances. Il passe chez Mediobanca. Et là, tiens, que se passe-t-il?
c'est dans un rapport de la Cour des comptes publié il y a un mois. Personne n'en a parlé en dehors de mon journal. En 2016, si j'ai bonne mémoire, il y a la privatisation de l'aéroport de Nice. Et quand il y a une privatisation, le ministère des Finances prend une banque conseil. Et donc, ils ont choisi la banque Mediobanca. L'ancien inspecteur des finances est donc banquier conseil de l'endroit où il était avant. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Mediobanca est aussi coactionnaire du pool qui va gagner la privatisation. Dans une démocratie normale, avec une justice indépendante, il y a une condamnation, enfin en tout cas il y a des poursuites judiciaires, à tout le moins. Là, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, il y a des faits qui mériteraient sans doute une qualification pénale, et il ne s'est rien passé. Prenons un autre exemple, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. A demandé à la commission de déontologie de la fonction publique à 2 reprises le droit de passer dans une entreprise qui s'appelle MSC, Mediterranean Shipping Company, MSC qui est le deuxième transporteur maritime mondial, donc un conglomérat gigantesque italo-suisse. Et il a toujours caché le fait que c'était le groupe de sa famille. Or, quand il siège à la direction du ministère des Finances, dans la direction qui gère la fonction d'État actionnaire, qui s'appelle l'APE, Agence des participations de l'État, ce haut fonctionnaire accepte sans rien dire de siéger dans 2 établissements. D'abord STX. STX, ce sont les chantiers de Saint-Nazaire, donc une entreprise très importante. Et il y siège au conseil d'administration à une époque où MSC est l'unique client de l'entreprise. L'unique client. Et il va voter des résolutions pour construire des paquebots immenses pour le groupe de sa famille. C'est le collaborateur direct de Macron. Et il va siéger également dans un établissement public très important, qui est l'établissement public du port du Havre. Et moi, j'ai demandé et j'ai obtenu les procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement public, où là aussi, il a voté des résolutions en faveur de MSC, qui était le principal opérateur du port du Havre. Nous sommes donc dans un capitalisme. Moi, par commodité d'expression, j'appelle ça le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels. Non, mais c'est les copains et les coquins. Et les révélations ont fait tellement de bruit que, pour finir, le parquet national financier a ouvert une enquête. Mais vous voyez bien le paradoxe, dans un pays où la justice n'est pas indépendante, le parquet national financier est sous l'autorité du garde des Sceaux, sous l'autorité de l'Élysée, donc en clair, Mme Houlette enquête sur son patron. Est-ce que ceci donne l'espoir du fait que les enquêtes vont prospérer? En tout cas, ce qui a été assez curieux, c'est sur Mediapart. J'ai révélé ces procès-verbaux du Conseil du Havre. La police judiciaire avait oublié de faire des perquisitions là-bas. 2 jours après l'article, ils ont foncé au Havre, parce qu'ils n'avaient plus le choix pour aller saisir les PV qui étaient déjà en ligne sur Mediapart. Et moi, le lendemain, j'ai fait un autre article pour dire, oui, mais au fait, au port du Havre, quand on siège, il fallait également souscrire une déclaration d'intérêt. Il se trouve qu'elle devrait être auprès du commissaire du gouvernement au ministère de l'Environnement. 2 jours après l'article, la police judiciaire a été perquisitionnée. Ils avaient oublié, on ne sait pas pourquoi, pour essayer de trouver la déclaration d'intérêt qui, mystérieusement, avait disparu. Voilà. Mais je vous raconte ça pour vous montrer en fait la porosité organisée gravissime entre les intérêts privés et publics. Mais pour Macron, posez-vous la même question. Est-ce qu'il est normal dans une grande démocratie? Est-ce qu'il est normal dans ce qui devrait être un état de droit qu'on ne sache pas précisément, en dehors de quelques enquêtes journalistiques, sur quel dossier a travaillé un associé gérant de la banque Rothschild quand il devient ministre de l'économie? Pardon, mais moi, comme citoyen, j'aimerais être bien certain que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, quand il est porté à ce poste par Hollande, j'aimerais bien savoir quels ont été ses clients avant. Or, on est dans un système d'opacité où il n'y a pas de déclaration d'intérêt pour les ministres, et donc on est dans un système qui est très très pernicieux. Ça, ce sont donc les conséquences éthiques ou pénales. Enfin, pénales, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Il y a donc une enquête sur Collère. Moulin est passé entre les mailles du filet. Et dans la tradition
de ce capitalisme-là. On a plus de chances de voir des sanctions d'une infirmière qui quittera l'hôpital public et qui s'installera en libéral à 3 km de son hôpital. On a plus de chances de voir une sanction de ce type-là plutôt qu'une sanction d'un des puissants qui nous gouverne. Mais vous comprenez bien aussi que ça induit des formes de politique publique très particulières. Je prends juste une illustration, mais ensuite on peut l'étendre à plein d'autres domaines. Je vous ai rappelé que le gouverneur de la Banque de France a passé 12 ans ou 13 ans chez BNP Paribas. Vous vous souvenez sans doute que les banques privées ont une détestation dans les produits financiers, qui sont les produits d'épargne réglementés, en clair, notamment le livret A. On avait dans l'ancien modèle social français un très beau système, une sorte d'économie sociale à la française, où les gens les plus pauvres avaient un produit d'épargne, au moins ils plaçaient leurs petites économies, ils savaient qu'elles seraient protégées. Et l'argent ainsi collecté était centralisé à la Caisse des dépôts et ça servait à financer le logement social. Donc en clair, le système livret A servait à deux missions d'intérêt public. La rémunération de l'épargne populaire et le financement du logement social. Or, vous imaginez bien que l'ancien dirigeant de BNP Paribas, donc d'une banque privée qui avait en détestation ce produit, que fait-il? Il a organisé... on a vécu tellement de hold-up sur le pouvoir d'achat des Français qu'on n'a pas forcément tout à l'esprit. Mais tout de même, pour les gens qui ont très peu d'argent, qui ont passé leur argent sur le livret A, le taux de rémunération du livret A est à 0,75% sur la recommandation du gouverneur de la Banque de France, alors que l'inflation était à 2%. Cette spoliation est sans précédent depuis 1818, depuis la création de ce livret d'épargne. Donc vous pouvez étendre ce système de colonisation du cœur de l'État par cette haute fonction publique qui a cessé de servir à l'intérêt général, des effets de dégradation des politiques publiques, de privatisation des politiques publiques, de l'asservissement des politiques publiques aux intérêts privés. Voilà. Alors, hold-up sur la vie des affaires, hold-up sur la vie publique, sur le cœur même de l'État. Il y a un autre hold-up dont il faut parler, qui est aussi de hold-up sur les pensées. Si j'en passe, la formule n'est pas très bonne, mais vous allez me comprendre. Il fut un temps, même sous le gaullisme, régime autoritaire, où dans la haute fonction publique, il y avait des sensibilités différentes. Et par exemple, je cite dans mon livre l'exemple de Giscard. En 1965, Giscard est ministre des Finances, et il crée au sein de ce ministère une direction de la prévision. Penser l'avenir, c'est plutôt utile. Et dans cette direction de la prévision, il y a des hauts fonctionnaires de toute sensibilité. Il y a des hauts fonctionnaires de droite, il y a aussi des communistes. Il y a Anicet Le Pors à l'époque, qui viendra l'un des 4 ministres communistes de la fonction publique, l'un des 4 ministres communistes, lui ayant en charge de la fonction publique. Il y a aussi 2 autres communistes, un qui s'appelle Philippe Herzog, qui est économiste, et son camarade qui s'appelle Olive. Et c'est même eux deux qui vont inventer le premier modèle de prévision économique français, qu'on appellera Zogol. Zogol, qui est la contraction de Herzog et de Olive. Et ce sera le premier modèle que l'INSEE prendra pour faire des prévisions économiques en France. Donc Giscard les laisse faire. De gauche et de droite, il gamberge. Et si le ministre demande une note pour préparer une réforme, ils s'engueulent entre eux. S'ils ne sont pas d'accord, ils font 2 notes différentes au ministre. Ce qui réhabilite le politique dans son rôle d'arbitrage. Il voit le champ des possibles et le ministre décide. Vous imaginez ça aujourd'hui? Si je dis ça, c'est que moi, plus jeune journaliste, je me souviens encore de pensées alternatives dans les sommets de l'État. Du temps où je suis au Monde, je me souviens qu'une fois, à l'époque, la direction de la prévision, qui n'avait pas encore été dissoute, il publiait des notes de travail accessibles au public, y compris de gens qui n'étaient pas membres de cette administration. Et je me souviens, une fois, j'avais vu une petite note de travail d'un jeune économiste très talentueux que je ne connaissais pas, et il s'appelait Thomas Piketty.
Mais aujourd'hui, vous imaginez, inconcevable. Inconcevable. En fait, on a vécu à partir de 1982-83 une modification en profondeur du débat d'idées au sein de la haute fonction publique. Ça a été les petits hommes gris. Ça a été l'émergence de ce diktat Tina, hein, le fameux diktat de Margaret Thatcher. There is no alternative. Une seule politique possible. Une seule. Donc, avec le recul, en fait, il y en a eu un seul qui a été lucide. Ah, c'est un démagogue. Mais il était lucide, ça a été Chirac. Pendant la campagne de 94-95, il est au fond du trou. Chirac, son ami de 30 ans, Balladur, lui est passé devant. Et à cause d'un intellectuel de gauche, Emmanuel Todd, il se dit, tiens, je vais peut-être arriver à faire quelque chose en préemptant cette question de la fracture sociale. Et Chirac, si vous vous souvenez bien, il dénonce cette haute fonction publique, la pensée unique. La pensée unique, c'est Chirac qui emploie la formule le premier. Mais il a raison, il a profondément... Alors la seule chose, c'est que c'est un démagogue opportuniste, parce que cette fracture sociale, vous savez à quoi ça a conduit, à des petites mesurettes, même pas de gauche, sous le gouvernement Juppé de juin 95 à octobre, et puis ensuite on a eu le retour de la pensée unique avec les réformes de Juppé, droit dans ses bottes, la réforme de l'assurance maladie sur ordonnance, la réforme de la SNCF, des régimes spéciaux, bref, l'explosion sociale de l'hiver 95-96, dont vous vous souvenez. Cette haute fonction publique a joué d'un poids majeur pour culpabiliser le pays, pour dire les vieux coûtent trop cher, on dépense trop, il y a trop de déficit, il y a trop d'impôts. Et si vous réfléchissez bien, si vous regardez ce qu'est le programme de Macron, il n'y a aucune invention dans le programme de Macron. C'est juste la boîte à outils intellectuelle qu'a sécrété cette haute fonction publique qui est devenue monocolore. Il y en avait certains qui disaient de gauche, d'autres de droite, mais encore une fois, ça ne veut plus rien dire. Ils sont devenus ce qu'était Macron. Et donc, du coup, à quoi a-t-on assisté? À une sorte de haute fonction publique essuie-glace, elle aussi, qui a servi alternativement la gauche et la droite, mais faisant perpétuellement les mêmes recommandations. Il faut casser le SMIC, il faut faire payer les vieux. Et du même coup, on comprend bien ce mouvement. Ce mouvement a contribué très lourdement à la désespérance sociale, mais aussi à la transformation de l'intérieur de certains de ses partis, dont le Parti socialiste, qui du coup a contribué à faire son naufrage. De penser que quelqu'un comme un Jean-Pierre Jouyet, inspecteur des finances, qui a été le directeur de cabinet de Jospin, qui est ensuite le meilleur ami de Hollande, qui sert Sarkozy, qui revient, etc. Comment voulez-vous? Vous savez, c'est la phrase la plus détestable en politique. Vous savez, c'est ce que Tancredi souffle à l'oreille de son oncle, le prince de Salina. Il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà ce qu'ils ont produit, ces gens-là. Une sorte d'uniformisation de la pensée. Il n'y a qu'une seule politique possible, une politique punitive. C'est-à-dire, quand on pense, vous savez, la fameuse formule « la France vit au-dessus de ses moyens », qui la prononce le premier? C'est Raymond Barre, 97. Et ensuite, on a vécu sans arrêt dans cette idéologie punitive, la France vit au-dessus de ses moyens. Et du coup, cette haute fonction publique, commission par commission de réflexion, je pense à la dette par exemple, il y a eu la commission Pébreau en 2005, il y a eu la commission Pont-Dessus 2 ans ou 3 ans après, ça a été de culpabiliser le pays. Vous vivez au-dessus de vos moyens, on dépense trop d'argent, alors qu'on sait tous que c'est une escroquerie intellectuelle. Si vous prenez, ça a été moi j'ai fait ce travail-là sur Mediapart, Attaque l'a fait à beaucoup plus grande ampleur. Si vous faites l'audit de la dette publique, par exemple, vous prenez l'audit de la dette, pourquoi est-ce que la dette publique française augmente de 2000 à 2010? Elle augmente de 20 points de PIB, uniquement à cause des baisses d'impôts, et notamment de l'impôt sur le revenu. En clair, comme par construction ne paie l'impôt sur le revenu que 50% des Français les plus favorisés, ça veut dire que quand on prend des mesures d'austérité sur les plus pauvres, on organise un immense transfert de revenus pour faire payer aux plus pauvres les cadeaux fiscaux faits aux plus riches.
Et donc, je dis ça au passage, et donc du coup, c'est vrai que vis-à-vis de la dette, la seule bonne position, qui est celle d'attaque, qui est celle de beaucoup de partis, ceux qui se réclament authentiquement de la gauche, d'abord audit de la dette. Il y a une partie de la dette qui est illégitime. Quand vous regardez ce qu'est Macron, il est très emblématique de cela, parce que d'abord dans ce mouvement d'essuie-glace, et ensuite dans ce qu'il fait aujourd'hui. Mouvement d'essuie-glace, parce que je vous rappelle que il est donc inspecteur des finances, il passe à la Banque Rothschild. À la Banque Rothschild, il a un petit passe-temps, il est enrôlé comme rapporteur de la commission Attali. Vous vous souvenez peut-être, Sarkozy demande à Jacques Attali, l'ancien Sherpa de Mitterrand, de lui faire un rapport pour des préconisations de déréglementation de l'économie. En fait, c'est la préparation de ce qu'on vivra ensuite, qui sera l'ubérisation du pays. Et c'est Emmanuel Macron qui est le rapporteur qui tient la plume. Et donc, dans les propositions, elles sortent en janvier 2008. La crise a déjà commencé, la crise des subprimes a déjà commencé depuis 9 mois. Le mot crise n'est pas prononcé une seule fois, et c'est déréglementons massivement l'économie, déréglementons le travail. Bon, alors Sarkozy sera moins con qu'eux, parce qu'il comprend qu'en pleine crise financière, en plus se payer une crise sociale majeure, c'est peut-être pas forcément utile, et donc il jette les 216 ou 217 propositions de Attali à la poubelle. Sauf que dans ce système oligarchique, le propre de l'oligarchie, c'est qu'elle se survit toujours à elle-même. C'est qu'elle est toujours en place. Et le paradoxe très révélateur de ce système, c'est que les propositions qu'Emmanuel Macron contribue à élaborer, il ne les applique pas sous Sarkozy, il en applique une partie sous Hollande quand il est ministre de l'économie, et il achève le travail aujourd'hui. Il y a encore une surprise où, à mon avis, un étonnement qui peut être légitime pour les plus naïfs d'entre nous. C'est quand Macron prend le pouvoir, on aurait pu se dire, tiens, on sait ce qui sera en économie, mais en politique, que sera-t-il? Est-ce qu'il sera aussi libéral en politique au sens anglo-saxon du terme? Oh, en fait, non. Tout de suite, il prend la posture du petit roitelet ridicule que l'on connaît, autoritaire, monarchique. Et à mon avis, il faut bien réfléchir à cela, parce que je pense que dans le pays, beaucoup de gens, et notamment les Gilets jaunes, ont bien senti cela. En fait, cette haute fonction publique, elle n'est pas antidémocratique. Mais quand même, la démocratie, c'est une perte de temps. C'est ça un peu, me semble-t-il, la psychologie de ces hauts fonctionnaires. En clair, je prends un exemple. Ils se disent, mais attendez, sur la réforme des retraites, on sait tellement bien, depuis tellement longtemps, depuis notamment le livre blanc de Rocard en 91 ou 92, j'ai oublié l'année, mais on ne va pas s'emmerder à faire une négociation avec les syndicats pour savoir la réforme des retraites. On sait ce qu'il faut faire. Et donc, étendu à tous les autres secteurs de la vie publique, voilà, négocier, c'est une perte de temps. J'ai eu le sentiment, les voyant, parce que mon métier est de les observer de près, qu'il y a eu dans cette haute fonction publique, surtout quand elle était passée au privé, revenant dans le sommet de l'État, un sentiment d'exaspération. Hollande et Sarkozy ont été dans le bon sens, néolibéral, mais pas assez vite. C'était des mous. Et donc, il y a un sentiment de revanche. D'où le fait que, pour cette haute fonction publique, elle est libérale ou ultra-libérale en économie, mais totalement bonapartiste ou présidentialiste. C'est que les institutions très antidémocratiques de la Ve République sont un extraordinaire avantage. On peut aller vite, on peut ne pas se concerter, on peut même prendre des ordonnances. D'où l'aspect totalement stupéfiant de ce qu'a été l'alchimie Macron, un mélange de boulimie libérale et d'anorexie démocratique. Il est élu avec... il est minoritaire dans le pays. Il est élu avec 18% des voix, Macron. Et il est élu au second tour, enfin 18 au premier tour, et il est élu au second tour par un vote non pas d'adhésion, mais de rejet du Front National. Et on aurait pu se dire à l'époque
quelqu'un d'aussi mal élu aurait pu prendre la pause que Chirac a pris pendant, allez, 12 heures en 2002. Non mais, Chirac fait un très beau discours en 2002. Hein, quand il est élu à 85% des voix, Chirac dit, il le scande à plusieurs reprises, ce vote m'oblige. Bon, ça l'a pas obligé à grand-chose, puisque le lendemain, il a nommé Raffarin. Mais Macron n'a même pas cette posture-là. Et l'aspect paradoxal, c'est qu'on n'a jamais vu un pouvoir aussi faible dans le pays, aussi peu légitime, prendre à ce point une cascade de réformes en même temps. Vous vous souvenez, on avait beaucoup dit à l'époque Juppé que Juppé était fou de faire 3 réformes en même temps. Lui, c'est pas 3, c'est 10, c'est 15. Par ordonnance, la loi travail. Alors à cela se surajoute, à mon avis, un paramètre psychologique lié à cette espèce d'ivresse du pouvoir absolu, du pouvoir monarchique. Chez eux, il y a une sorte de dédain de classe. Hein, alors c'est dur, mais il y a une part d'inhumanité. C'est tellement une évidence pour tout le monde, mais dans toutes les gaffes qui n'en sont pas, sur les illettrés de Gade, sur t'es un con, si tu veux un costard, t'as qu'à te travailler, sur t'as qu'à traverser la rue pour... Il y a un aspect, vous savez, je le cite dans le livre, mais la belle formule de Marx dans le manifeste du Parti communiste, Marx dit le capital, remplaçons le capital par Macron. Macron noie toute chose dans les eaux glacées du calcul égoïste. Il y a une part d'inhumanité. Ces gens-là sont des comptables. Avant qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes, on se disait mais il ne va rien se passer. Il y a eu les manifs de la travail n'ont pas abouti. C'est vrai qu'il y a une division syndicale avec un rôle totalement trouble de force ouvrière, mais il y avait une part de dans l'esprit de certains, de dépression, de tristesse, sur mais c'est quoi ce pays qui n'a pas de ressort? Et puis c'est comme les bêtises du directeur du Monde, fin avril 68, la France s'endort, la France s'ennuie. Voilà. Ben, c'est vrai que certains, on a tous pensé ça un peu, il y a 2 mois, 3 mois, la loi travail, la contestation a été brisée, vraiment Macron arrive à tout. Or, quand on repense bien à ce qui s'est passé, on se dit qu'il y a, avec l'explosion, c'était sans doute prévisible, dans des formes totalement inédites, mais très important que la République ait des fonctionnaires qui soient fidèles à sa cause, fidèles à ses valeurs. Pas seulement des fonctionnaires, aussi des hauts fonctionnaires. Il faut que la haute fonction publique soit conforme à ce qu'est le pays, diverse, composite, voilà. Si je dis ça, c'est que... je ne veux pas vous renvoyer loin dans l'histoire, mais il y a un grand ministre, Hippolyte Carnot, le fils de Lazare, qui dès 1848, tiens, une autre révolution, une belle révolution, dit ça, et il pense même à créer une école pour former les hauts fonctionnaires. Elle durera 1 an et sera dissoute quand la réaction balayera la révolution de 1848. Et il y en a un autre qui est peut-être plus intéressant, qui est Marc Bloch. Marc Bloch, vous savez, c'est le grand républicain, l'historien qui sera assassiné par la Gestapo en 1944. Et le travail de Marc Bloch, qui est consigné dans son livre L'étrange défaite, écrit pendant l'été 1940, donc il analyse la débâcle française. Et c'est très intéressant parce que, vous allez comprendre pourquoi pour nous ça a une actualité, dit en fait ce qu'on a vécu, c'est pas une défaite de la France face à l'Allemagne, c'est une défaite de la France sur elle-même. En clair, les élites françaises étaient déjà du côté des vainqueurs avant même qu'ils soient arrivés. Alors c'est vrai de la hiérarchie militaire, c'est vrai, il critique très vivement l'inspection des finances, et du coup à l'époque, Marc Bloch engueule, donc c'est à l'été 40, il faut être très lucide, il engueule le Front populaire, qui à l'époque avait eu l'idée, en 1937, de créer une école nationale de l'administration. Et Marc Bloch dit non, mais non, il ne faut pas créer un corps unique. Il faut laisser à l'université, dans le pluralisme de ses approches, le soin de former les élites publiques, que ce soit des élites républicaines conformes à ce qu'est la société. Finalement, en 1945, Michel Debré, qui est le principal collaborateur du général de Gaulle, crée une école nationale d'administration dans des conditions qui sont assez peu connues. C'est en fait Michel Debré a eu comme prof de droit à la fin de la guerre de 14 un dénommé Barthélemy.
Joseph Barthélemy, qui finira mal puisqu'il sera garde des Sceaux sous Vichy. Et je vous en parle pour une raison, c'est que Barthélemy est connu dans les années 20 parce qu'il ramasse ses cours à l'université dans un livre qui s'appelle « Le peuple et les experts ». Et le cœur de la réflexion de Barthélemy, c'est de dire le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il faut donc des experts qui les encadrent, qui encadrent le peuple. Et donc, en fait, ce que fera Debré, il va beaucoup s'inspirer des travaux de Barthélemy sur la place des experts dans une démocratie. En fait, il va construire une école nationale d'administration pour former des hauts fonctionnaires dans le cadre d'un État autoritaire. L'État de la Ve République, et De Gaulle un jour le dira en 1959 en venant devant les élèves de l'ENA, il dira on a créé l'ENA en 1945 dans l'esprit que nous avions des institutions dont nous rêvions. En clair, les institutions du coup d'État permanent. Il y a une sécession des élites publiques qui s'est faite progressivement au gré des privatisations, qui s'est accélérée ces dernières années, mais qui en fait, c'est une histoire longue, qui revient à loin. C'est que jamais vraiment on s'est posé la question d'une république avec des fonctionnaires qui la servent en ayant les valeurs de la République, les valeurs de l'égalité sociale, les valeurs de fraternité. C'est une haute fonction publique qui potentiellement a été amenée à se détacher, à défendre ses propres intérêts et à défendre les intérêts de la finance. En fait, c'est un travail qui conduit à une réflexion. J'essaie de le faire dans l'idée d'enrichir la réflexion sur ce que devrait être une 6e République. Si on la qualifie de 6e République, la République d'après, la République nouvelle, la République sociale et fraternelle, le travail que j'ai fait, c'est une petite contribution parce que plusieurs courants de gauche qui défendent la 6e République et la France insoumise, avant il y avait la Convention pour une 6e République, voilà. Dans une 6e République, il faudrait penser à quoi, en plus? Il faudrait penser d'abord à reconstruire la muraille de Chine entre le public et le privé. Et qui est gravement atteinte parce que Macron a aussi annoncé une réforme ayant pour effet que le temps passé par un fonctionnaire dans le privé serait pris en compte dans le calcul de toute sa carrière. En clair, c'est l'implosion du statut de la fonction publique. Donc moi, je serais pour la reconstruire. Moi, je serais pour que quelqu'un qui quitte la fonction publique en démissionne. Il soit contraint de la quitter. Je serais pour aussi que, dans le cadre d'une nouvelle République, le code pénal encadre beaucoup mieux les passages de l'un à l'autre, alors que là, c'est une passoire. Voilà. Et puis, il y a cette question plus générale de l'origine des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires. Alors, j'aime pas le terme de hauts fonctionnaires, parce que, par contraste, ça veut dire qu'il y a des bas fonctionnaires. Si je dis ça, c'est que moi, je suis très radical, je serais pour la suppression des corps qui ne servent à rien. Donc je serais pour la suppression de l'inspection des finances. Pour la petite histoire, les résistants avaient demandé la suppression de l'inspection des finances et c'était consigné dans un projet de loi à la Libération. Et c'est un ministre de la fonction publique qui a fait barrage, jamais. Savez-vous qui c'était ? Ministre de la fonction publique à la Libération, c'était Maurice Thorez, pour la petite histoire, donc, qui s'est opposé à la suppression. Voilà. En fait, il faut briser les reins de l'oligarchie. Il y a plein de façons de le faire. Hein. François Ruffin a plein d'autres idées pour y contribuer. Suppression de l'inspection des finances, et je serai aussi pour la suppression de l'ENA. Un moule qui produit de la pensée unique, de l'oligarchie. Alors, je vais citer quelqu'un qui n'est pas révolutionnaire, mais qui avait une bonne idée. Alors, là, en ce moment, il est un peu aphone, c'est François Bayrou. Vous allez voir pourquoi je le cite, c'est qu'en 2007, dans la campagne présidentielle, il avait émis l'idée, mais pardon, même si ça vient de lui, c'était une bonne idée, de dire mais il faudrait supprimer l'ENA et faire un système un peu style l'école de guerre pour les carrières militaires. En clair, vous vous rendez compte, en France, on choisit les meilleurs hauts fonctionnaires à 22 ans, sans aucune expérience professionnelle, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. On décide que ce sont les meilleurs. Non, l'école de guerre, on prend les meilleurs, les sous-offres ou les gens de base, comme les bons, on les sélectionne, on prend les meilleurs, et quand ils ont 32 ans, dans le cadre d'une formation, mais ils sont l'émanation de l'armée, de toute l'armée.
je me dis que dans la fonction publique, ça devrait être la même chose, qu'un fonctionnaire de base, voilà, et que le fait qu'ils pensent tous la même chose est inquiétant. Je préférerais que, pourquoi dans la fonction publique, il n'y aurait pas des sociologues, des profs de lettres, des gens d'origine multiple, de la diversité, voilà, je le mets au pot d'une discussion pour une 6e République. C'était ça un petit peu l'ambition du livre, c'est de... Alors, il y a peut-être un dernier mot que je dois dire avant qu'on commence le débat, c'est de me défendre d'un procès que peut-être personne ne m'aurait fait ici. C'est l'utilisation de ce mot « caste ». Hein, parce que vous savez bien que, notamment le Front National, se sert de ce mot dans un souci qu'on comprend bien, qui est de balayer les clivages de classe. Il n'y a plus de patrons, il n'y a plus d'ouvriers. Il y a le peuple contre les élites. Donc je connais cette exploitation frauduleuse. Mon souci, moi, n'est pas celui-là. Vous avez compris que je me situais dans la tradition de grands républicains. En tout cas, ce legs intellectuel m'a impressionné. Le fait de qualifier ce capitalisme de très inégalitaire, les nouvelles inégalités, n'empêche pas le fait de penser que nous sommes en plus dans un système qui est très oligarchique en France. Et ce système très oligarchique a une origine que l'on connaît bien. C'est qu'on a longtemps baigné en France, et on baigne toujours, dans cette culture dont profite Macron, qui est la culture du bonapartisme, du présidentialisme, c'est-à-dire de ce système de monarchie républicaine invraisemblable qui donne tous les pouvoirs à un seul homme, aussi faible soit-il, aussi minoritaire soit-il. Et donc, c'est évidemment la nature même de ces institutions qui permettent à une petite camarilla, en fait assez réduite, de diriger le pays et de faire ce que bon lui semble, contre la volonté du pays. Et donc, l'utilisation de ce mot caste a pour moi cet objet, c'est dire qu'il y a 2 questions importantes devant nous. Il y a la question sociale, la question de l'égalité, et il y a la question démocratique. Et c'est pour ça que ce terme de caste montrait que le pouvoir, c'est une petite tête d'épingle. Ce sont des gens, en fait, assez faibles, protégés seulement par la violence des institutions. Voilà, donc c'est une invitation à la réflexion, pas seulement sur le caractère inégalitaire, mais aussi au caractère très antidémocratique. Quand on se replonge avec le recul sur le livre de Mitterrand, de 1964, le coup d'État permanent, alors évidemment il a fait l'exact contraire ensuite de ce qu'il disait, mais nous sommes dans le coup d'État permanent. Et le coup d'État permanent conduit au coup d'État social de Macron. Voilà, donc il faut que la question sociale et la question démocratique soient intimement liées. Ce qu'on vit aujourd'hui, refondation démocratique ou révolution démocratique, l'espoir que j'ai moi, c'est que ça débouche, et on le voit bien chez les Gilets jaunes, il n'y a pas seulement les aspirations à une vie meilleure, obtenir des garanties sur le pouvoir d'achat, il y a aussi tout un débat, et ça fourmille de partout, sur c'est quoi une démocratie. Moi je trouve ce qui est assez chaleureux, c'est les situations où il y a le surgissement, parce que le bouillonnement démocratique, les associations démocratiques peuvent remplir la 16e République de contenu nouveau. Merci. Des gens qui se sont mis au service de la finance, qui ont fait mouvement vers la finance, qui ont intégré toutes les règles et les valeurs de ce nouveau capitalisme, qui est un capitalisme financier. Le quartier général, c'est le ministère des Finances et la Fédération bancaire française, les grandes banques françaises adossées à l'inspection des finances. C'est comme ça que moi je vois le fonctionnement de l'État. Mais... Le quartier général, c'est les actionnaires. Oui, mais ces gens-là sont représentés. Et donc, il y a des réseaux de gouvernance du pays qui transitent par eux. Ça part des actionnaires, mais les actionnaires sont éparpillés. Et donc, parfois, le capitalisme envoie un fondé de pouvoir. Je veux dire, dans le passé, vous avez eu déjà ce genre d'aller-retour entre le public et le privé. Je veux dire, on a eu un Pompidou qui est venu lui aussi de la banque Rothschild. Là, on assiste à un phénomène qui est assez singulier. Ce n'est pas un cas. C'est très massivement des gens liés à la finance qui rentrent au cœur même de l'État. Et donc je pense, voilà, mon souci était de prendre en compte ce phénomène nouveau. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, c'est, partant de ce capitalisme financier, une sorte de dilution de l'État. L'État est en train de se diluer, est entre leurs mains. Le phénomène majeur auquel nous avons été confrontés, c'était la modification de l'horlogerie interne du capitalisme français depuis 30 ans.
Nous sommes face à un capitalisme qui a organisé une prééminence du capital sur le travail, une déformation du partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du partage entre capital et travail, entre salaire et profit, et au sein des profits, entre investissement et dividendes. Et plus on avance dans ce capitalisme-là, plus il devient tyrannique. Un capitalisme qui, sur longue période, n'est pas durable. Au plan social, au plan environnemental, c'est la fameuse formule de Marx. La seule limite du capital, c'est le capital lui-même. Nous sommes face à cela. Je dirais un capitalisme dangereux, beaucoup plus dangereux que celui des 30 Glorieuses. Ou celui des 30 Glorieuses, il y a un arbitrage entre capital et travail en fonction des rapports de force, parce qu'il y a des choses à distribuer. Là, il n'y a à distribuer qu'aux actionnaires. Donc on est face à un capitalisme beaucoup plus intransigeant. J'ai écrit dès juillet 2016 un article Macron, le candidat de l'oligarchie. J'ai ensuite, peu de temps après, révélé que le siège de campagne de Macron était domicile personnel d'un club patronal. Je pourrais citer au moins une trentaine d'articles faits par moi ou par Magnodex sur ce qu'était Macron avant. Voilà, peut-être qu'on n'a pas trouvé assez de choses, mais je pense que, honnêtement, quand on regarde le panorama de la presse, il y a 80% de la presse qui était totalement idolâtre. Vous vous souvenez des 40 couvertures de Paris Match. L'Obs était pire encore. Voilà, donc on l'a fait. On n'a peut-être pas tout trouvé, mais on a beaucoup. Dès qu'on a vu qu'il allait à Londres pour la première fois ramasser de l'argent auprès de banquiers, je pense qu'on était bon. Voilà, je pense qu'on a essayé de faire dignement notre travail. Si le débat sur la 6e République se réduit à l'adoption d'un toilettage rapide des institutions, non. Je ne vois pas de 6e République sans un surgissement démocratique. Parce qu'il y a moi, j'ai pointé quelques idées que j'avais dans la tête en fonction du travail que j'ai fait, mais il y a tellement de domaines dans lesquels on se dit que pour refonder une vraie démocratie, il faudrait avoir un va-et-vient avec que le peuple lui-même décide, l'organise. Je prends mon métier. Dans le cadre d'une 6e République, il y aurait tellement de réformes à faire pour organiser une presse libre et démocratique, qu'il y ait les garanties légales pour que les journalistes soient dans l'obligation de faire dignement et honnêtement leur métier. On pourrait trouver beaucoup d'inspiration à des réformes progressistes en regardant ce que les résistants ont fait, en regardant ce qu'était le programme du Conseil national de la résistance. Pour une presse libre et indépendante, rien de mieux que de prendre la référence du programme du CNR. Rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Je trouve qu'on est tellement peu dans une démocratie en France. On est dans un état de droit tellement malade que la seule garantie, c'est de regarder, trouver des formes de respiration démocratique où le peuple a lui-même son mot à dire. Donc dans les sociétés complexes, c'est compliqué de trouver un système d'agora. Mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Et quand vous regardez les surgissements démocratiques récents, si vous regardez notamment un pays, alors on l'a oublié, on n'en parle plus, qui était l'Islande. Vous vous souvenez qu'il y a eu, dans le cadre de la crise financière générée après la crise des subprimes, il y a une révolution démocratique en Islande. Ceux qui ont refait la Constitution ont été tirés au sort, pour une part, et ça a pris des formes démocratiques totalement nouvelles. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup de travaux d'intellectuels aussi qui rejoignent ce sentiment d'une démocratie véritable où le peuple, je pense, ils ont fait un point de vue qui est très chaleureux sur Mediapart, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval. Ils ne disent pas qu'il faut dépolluer l'État. Ils disent qu'il faut que les citoyens puissent se saisir de la vie publique à l'échelle où ils sont. Alors je ne sais pas si c'est une sorte de restauration de l'idéal des phalanstères. En tout cas, le mouvement de surgissement démocratique, qui était le mouvement des indignés espagnols, ça part de la base. Je ne suis pas forcément pour un État dépollué de la caste. Je me dis qu'il faudrait inventer des possibles nouveaux. C'est pour ça que je trouve que nous ne sommes qu'au début du débat sur la 6e République. Quand il y a une marche pour la 6e République qui se termine par le discours d'un seul homme pendant 2 heures, je me dis que faudra qu'on dépasse, faudra qu'on dépasse ça. Et il faut que tout le monde s'en saisisse de la 6e République. Dans cette mutualisation qu'on a à faire tous ensemble, les citoyens, des dégâts de cette privatisation de l'État de l'intérieur, c'est vrai que l'enseignement, c'est la limite à ma proposition où il faudrait supprimer l'ENA et donner à l'université. Ouais, sauf que l'université est tellement abîmée
Moi, je pense au domaine que je connais, comme moi je suis journaliste économique, notamment je vois très bien à quel point l'enseignement de l'économie de pointe a été... Prenez juste un exemple, il y a 2 pôles d'excellence en économie, c'est l'école d'économie de Toulouse et l'école d'économie de Paris. La seconde fait plutôt des études sur les inégalités et la première, Toulouse, est plus proche des marchés financiers, des études sur la microéconomie, la finance. Or, comme les financements maintenant sont des financements par des fondations ou même des chaires, donc les entreprises AXA, BNP financent 10 fois plus Toulouse que Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans, on aura énormément d'études sur la finance, financées par la finance elle-même, et très peu d'études macroéconomiques sur les inégalités, sur... vous vous rendez compte? On sait en France, le nombre de pauvres qui existent en France, on les sait avec 4 ans de recul. 4 ans de recul seulement. Et donc, de voir qu'à ce point, les économistes sont aveugles et n'ont pas les moyens. Donc, je dis ça, c'est juste un exemple. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Une remarque sur une question qu'on ne m'a pas posée. Mais je le dis quand même. Si j'avais une critique à faire à mon livre, après coup, en observant les interpellations qui m'ont été faites, il y en a une que j'ai trouvée très forte. C'est que j'ai sans doute une vision assez restrictive de la caste, parce qu'elle est beaucoup plus large. Anicet Le Pors, l'ex-ministre communiste de la fonction publique, m'a écrit une lettre en disant « Vous êtes gentil, mais vous auriez pu intégrer le Conseil d'État. » Regardez, par exemple, le corps des mines. Regardez à quel point ce corps des mines a préempté le débat nucléaire en France et l'a enlevé aux citoyens au lieu d'en faire un débat public, etc. Donc il y aurait sans doute à mutualiser mon travail avec le travail d'autres journalistes ou d'autres économistes pour voir que ces ramifications, ces réseaux d'influence ont des effets pernicieux sur des sphères beaucoup plus vastes que celles que je dénonce. J'ai fait l'impasse de la question européenne. Il va de soi que les évolutions françaises s'emboîtent très profondément avec des évolutions européennes. D'abord pour une raison très mécanique, c'est qu'une partie de la haute fonction publique française aussi a migré vers Bruxelles et constitue l'encadrement de la Commission. Alors dans le livre, moi je m'arrête comme élément le plus révélateur, je m'arrête au sommet de Cannes. Sommet de Cannes, c'est le G7 de Cannes. Pour ceux qui se souviennent, c'est 2011. Je trouve que c'est l'aspect le plus caricatural de ces évolutions technocratiques. C'est Merkel et Sarkozy qui se mettent d'accord sur le regard éberlué d'Obama pour organiser 2 coups d'État à froid, en Italie et en Grèce à l'époque. C'est-à-dire en clair, au lendemain de ce sommet, de ce G7 de Cannes, les 2 premiers ministres des 2 pays vont être démis de leurs fonctions et prendront leur place des hauts fonctionnaires qui sont tous les 2 issus de la banque. Et donc ça conduit à des changements de politique économique, l'adoption de plans d'austérité et en Italie et en Grèce. Donc changement de gouvernement, changement de politique sans que les peuples de ces 2 pays n'aient jamais été consultés. Donc c'est 2011, il y a 2 coups d'État en même temps en Europe. Et je trouve que c'est très révélateur des évolutions très antidémocratiques que ce petit système de pouvoir technocratique peut générer. Un petit mot sur 1789. Vous avez vu des travaux d'historiens sur la comparaison Gilets jaunes 1789. Moi j'aime bien ces comparaisons-là. Notamment Nouriel a fait plusieurs comparaisons. Je dirais à la fois dans l'aspect cahier de doléances. Une révolution, ça commence souvent par les cahiers de doléances. Et puis si on prolonge la métaphore, on peut se dire qu'après tout, ce à quoi on assistait, la caste, ce sont les anciens fermiers généraux qui trouvent que le roi est nul, il est trop con, et que hop, ils le mettent de côté, ils prennent sa place. Qu'est-ce que je retiens? C'est l'aspect assez chaleureux, quoi, soit le mouvement des Gilets jaunes, soit une commune libre, quoi. C'est la fédération libre de citoyens qui réfléchissent ensemble. C'est forcément l'amorce d'un nouveau monde, donc c'est assez chaleureux.